Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre carrière, mais surtout votre vie, ont été marquées par un duo mythique. Cette histoire, comme quelques autres, demeure un sujet tellement sensible au fond de votre cœur que vous avez choisi de le vider en le laissant parler en chanson. Bonjour Romane Serdar. Bonjour, comme c'est joliment dit. C'est sincère parce que cet album Sujet sensible qui est sorti voici quelques jours, c'est vraiment votre vie. C'est presque une psychanalyse en chanson. On va en parler, mais le principe des clés d'une vie, puisque vous êtes déjà venu 2 fois, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Ouais. Et j'en ai trouvé des nouvelles. Et la première ne vous concerne pas directement, mais elle concerne votre famille. Je crois que c'est la fin de rêve ce jour-là, le 30 mai 1968. Sur un mot d'ordre de l'UNEF, après 18h, de cortège. 30 mai 68, la fin d'un rêve, parce que c'est la fin de 68. Il y a une manifestation pour le général de Gaulle sur les Champs-Élysées, 1 million de personnes, et il y a le désespoir des manifestants, dont vos parents, Éric et Dominique. Exactement. Mes parents étaient très, très, très impliqués. Enfin, très. Disons que ils étaient à fond dans le mouvement, hein, comme beaucoup de jeunes à l'époque. Hein. Oui, mais c'était le mouvement de fête plus que de manifestation. Ouais, après, c'était quand même des convictions, hein, oui. Notamment pour ma mère. Enfin, je sais qu'elle m'a beaucoup parlé de ça. Et cette période l'a énormément marquée. Elle est restée, d'ailleurs, elle est vraiment restée là-dessus, quoi. Parce que c'était un changement de vie, c'était une nouvelle époque, c'était un rêve. Oui, c'était une liberté, c'était vraiment un besoin de changement de mentalité, quoi. Enfin, c'est ce qu'elle me raconte. Oui, mais quand on voit les images, il y avait les manifestations au boulevard Saint-Michel, il y avait la fête à l'Odéon en permanence, c'était quand même des mouvements de haine et de joie en même temps. Ouais, libérateur et en même temps, de réussir à faire ce qu'il voulait faire passer comme message, quoi. Oui, et d'ailleurs personne au départ n'y croyait. Quelques jours avant, personne ne pensait que ça allait dégénérer. Prendre cette ampleur. Voilà, et même trouver de l'essence à cette époque pour les gens était très difficile. Il fallait des réseaux particuliers. Il n'y avait plus rien et rien n'avait été prévu. Eh oui. Alors il se trouve que votre mère et votre père se sont rencontrés un jour, et je crois que c'est votre mère qui a dragué votre père, Romane Serdar. Alors, dans l'histoire, je crois que oui, mon père était dans un café et il était entouré de plusieurs personnes et ma mère l'a remarqué tout de suite et je crois qu'il y avait une histoire de gants oubliés ou quelque chose comme ça. Du coup, ma mère est venue vers lui en disant « Vous avez oublié vos gants ?» Et puis ça a été un petit... Elle s'imaginait pas être à la hauteur du charisme de mon père parce que visiblement... il était quand même très entouré même de femmes et tout. Et du coup, elle se dit, oh là là, mais il va jamais s'intéresser à moi. Voilà, elle est dans le doute comme moi. Hein. Et finalement, si. Si, et je crois qu'à l'époque, votre père travaillait au théâtre du Vieux-Colombier. Ouais, et il était aussi parallèlement modèle pour les Beaux-Arts. Voilà. Et le théâtre du Vieux-Colombier, il y avait tout un tas de comédiens en puissance. Ouais. Il y a eu notamment un certain Raymond DeVos qui a débuté au Vieux-Colombier avec un garçon qui s'appelait Robert Verbeck pour les Pinsons. Et ça a donné le grand Raymond DeVos et ses sketchs. Incroyable, oui. Alors, et je crois que votre père vous a appelé Romane pour une raison poétique et bien précise. Oui, il raconte, c'est la version de mon père. Après, il y a la version de ma mère qui est peut-être un peu moins fun. Il raconte qu'il était sur une plage et que soudainement est arrivée une femme à cheval avec les cheveux longs mais nus sur son cheval. Ah, carrément, oui. Ouais. Alors je sais pas comment on peut faire sans soutien-gorge, hein, je vous avoue. Oui. Et donc il lui a dit mais comment vous vous appelez ? Genre comme dans un film de fées, quoi, tu sais. Et elle lui a dit je m'appelle Romane. Voilà. Et votre mère n'a pas la même version ? Non, ma mère, c'est plus... moi, j'aimais bien les églises romanes, ce qui était arrondi. Je trouve ça très joli, authentique. Et je trouvais que ce nom sonnait bien. Et je connaissais aucune romane avant. Et je trouvais que c'était joli. Donc, on a voulu t'appeler Romane pour ça. Bon, voilà. Alors que vous rêviez d'un autre prénom qui est marqué par une chanson. Je la croise tous les matins quand elle va acheter son pain. Lolita, Lolita, chanson d'Antoine. Ah oui. En fait, il revenait d'Antigua. Il avait découvert ces rythmes des Caraïbes et il a fait une chanson adaptée au rythme de ces Caraïbes. Et il y a eu un problème d'orchestration parce qu'on ne trouvait pas d'orchestration des Caraïbes à l'époque en France. Ah ouais, bah oui, c'est pas facile. On n'appuyait pas sur un bouton à l'époque. Voilà. Alors effectivement, j'ai failli me faire appeler Lolita parce que mon père voulait m'appeler Lolita.
Du coup, c'est finalement ma petite sœur qui s'est appelée Lolita. Et alors, je crois que votre père était un grand fantaisiste. Un jour, je crois qu'il est parti acheter des cigarettes et qu'il vous a laissé en voiture pendant toute une après-midi. Ouais, ça c'est visiblement. Mais après, c'est leurs histoires. Moi, je sais pas. J'ai dû pâtir de ça, évidemment, hein, mais j'ai hyper peur de l'abandon. Donc, ça doit venir de là, je pense. Mais je m'en souviens pas. C'est ce qu'on m'a raconté. Et voilà. Après. Voilà. Alors, vos premières années, c'est à l'Haye-les-Roses, près de Paris. L'Haye-les-Roses, qui est une ville très particulière, c'est l'une des 4 communes françaises qui compte Tréma dans le nom. Un I-Tréma. Il y a Mois de l'Aisne, Fay-les-Nemours, Ailly-Champagne et l'Haye-les-Roses. Ouais. Et c'est vrai que ça vous laisse de bons souvenirs. Alors, j'en ai pas énormément. Je me rappelle que non, c'est pas forcément des bons souvenirs. Si, je me rappelle que l'appartement, je me rappelle hyper bien, mais je devais avoir 2 ou 3 ans. Et je m'en souviens. Donc, je sais qu'on ne peut pas se souvenir de ces... On n'a pas de mémoire en deçà de 4 ans, mais enfin, moi, je m'en souviens. Et je me rappelle que j'allais chez une nounou, et ses filles, les filles du nounou, elle avait 2 filles. Et quand j'arrivais, elle m'obligeait à me tourner vers le mur et à rester comme ça, couchée, tournée vers le mur, sur une sorte de canapé. Et je sais pas, ça m'a marqué, ce truc-là. C'est fou, hein? Pour une enfant, c'est terrible. Alors, ensuite, vous êtes parti dans la Drôme, à la campagne, parce que vos parents voulaient vivre loin de la ville. Ouais. Et puis ma mère est tombée amoureuse d'une personne aussi qui est devenue mon beau-père et qui habitait dans le sud. Je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. Oui, il y a aussi de ça. Ouais. En tout cas, c'est une région reculée. C'était entre, je crois, près d'Avignon, entre Valence et Avignon. Vous allez vivre de façon très précaire. Je crois que c'est une grange où il n'y avait même pas de toilette au départ. Alors, c'est pas forcément une grange, mais c'était une maison qui n'avait pas encore... C'était en construction, donc c'était un chantier, en fait. Hein. Et on vivait là, au départ, on était tous dans la même pièce. Et effectivement, il y avait une douche, mais il n'y avait pas encore les toilettes. Et du coup, pendant plusieurs années, on est allé dehors, quoi, hein, dans la nature. Hein. Alors, fallait pas oublier le papier, parce que sinon, on se retrouvait avec une feuille de chêne. Et je peux vous dire, ça fait mal. Hein. Finalement, ça forme la vie d'une manière très particulière. Ouais, c'est que... Ouais, je pense que de toute façon, je relativise dans tout domaine. Donc, je pense que... Enfin, j'essaye de relativiser. Disons de ne pas me prendre au sérieux. Mais c'est vrai que j'arrive pas toujours à relativiser. Mais de ne pas me prendre au sérieux, je pense que ça m'a aidé. Puis il y a les sucreries. Parce que je crois que vous avez un peu abusé des sucreries dans vos jeunes années. Par contre, j'avais des sucres candy. Vous savez, les petits... Oui. La base du sucre, quoi. Mais en fait, c'est hyper bon. Hein. Mais ça vous a pas empêché d'avoir des caries? Alors là, oui, par contre. C'est-à-dire que je me lavais pas toujours les dents. Oui. Donc vous avez fait la fortune d'un dentiste finalement. Absolument. Ouais. Mais c'est même un championnat, je crois, à l'école entre les filles à propos des caries. Ouais. C'était des petits concours qu'on faisait. Mais bon, je recommande pas. Hein. Je ne le recommande pas. Et c'était à peu près la seule chose qui vous intéressait à l'école parce que vous reveniez avec un carnet de notes trafiqué. Vous avez fait la totale, je crois. Moi, j'étais pas très sérieuse. C'est-à-dire? Je prenais beaucoup à la rigolade, justement. J'étais encore là-dedans. C'est-à-dire qu'on me disait « Romane, prends la porte ». Je dégondais, je soulevais la porte. Je soulevais comme ça et je partais, hop, avec la porte. Et ça fait pas très sérieux. Et c'est ça, quoi. Mais moi, je faisais du textuel. On me dit « Prends la porte », je prends la porte. Voilà. Et je crois que le jour du BEPC, Romane Cerda, vous êtes allé puis vous êtes revenu. Ouais, j'ai fait un petit demi-tour devant la porte. Vous vous rendez compte, vous avez dit dans votre livre d'ailleurs que j'ai lu que vous avez employé beaucoup d'énergie à ne rien faire et si vous avez travaillé, vous auriez peut-être fait une grande école. C'est ça, c'est complètement... C'est dommage. C'est ce que Vous le regrettez aujourd'hui? Non, parce que j'ai été dans une époque où j'arrivais encore à faire ce que je voulais, mais aujourd'hui, c'est plus possible. On peut pas rigoler comme ça. Faut être un petit peu plus sérieux, quoi. Oui, et surtout, vous aviez un caractère très fort que vous dissimuliez derrière cette nonchalance. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je suis affectée partout. Donc peut-être que je me cache effectivement derrière ce masque. Oui, et ce masque, c'est peut-être dû aussi à la séparation de votre père et de votre mère et à cette vie que vous avez eue. Peut-être. Vous n'avez jamais réfléchi à la question? Probablement. Après, c'est plusieurs facteurs, je pense. C'est ma constitution aussi, je pense. Votre timidité naturelle qui est une fausse timidité? Ça, je crois pas. Hein. Ah, vous croyez vraiment? Ouais. Enfin,
Si, en fait, je suis tellement timide que je peux me forcer effectivement à être grande gueule, quoi. Voilà. Et ben, il y a quand même des moments où vous avez été pas grande gueule, mais grande voix. Et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 10 septembre 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Roman Cerda. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roman Cerda pour le nouvel album Sujets sensibles. Des sujets sensibles, ils ont marqué aussi votre vie, mais il y a eu des moments plus joyeux. Et il y a une date importante, c'est le 10 septembre 1980, la sortie d'un film important. Et ce film, il y a une chanson qui a été un de vos refrains favoris, votre Marseillaise personnelle. On My Own par Nina Costa, et je crois que ça vous a marqué. Ouais, j'adore. C'est vraiment une chanson qui a marqué vos jeunes années. Ouais, j'écoutais tout le temps. Et en fait, j'avais une petite platine, un 45 tours, et je mettais la chanson, et genre, je m'enregistrais avec un radiocassette à côté. Ouais, on a des termes, pardon pour les jeunes, hein, mais... Non, mais la cassette est en train de revenir à la mode aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je baissais quand elle chantait, et moi, je montais pour me faire une sorte de playback derrière, une sorte de karaoké, quoi. Et c'était pourri, hein. Mais du coup, je chantais, et je la chantais à fond, quoi. J'étais hyper investie. J'aimerais bien réécouter. C'est pourquoi cette chanson, vous étiez tombé dessus par hasard? Bah, mon grand-père travaillait, il s'occupait des jukebox, oui, et des flippers et tout ça. Et du coup, à la maison, bah, j'avais un flipper, quand même, quand j'étais petite, c'était marrant, ça. Et j'avais un jukebox à la maison. Et donc, parallèlement au jukebox qu'il m'a offert, il m'offrait aussi les 45 tours. Et du coup, bah, j'avais Nika Costa, et je craquais pour elle. Puis surtout, moi, j'étais jeune, j'entendais... Enfin, je sais pas, quand t'es enfant et que t'entends une jeune fille, une petite fille, je sais pas quel âge elle avait, mais c'est... Enfin, Nika Costa, elle est née à Tokyo. Elle est née à Tokyo, d'ailleurs, le jour du festival, Tokyo Music Festival. Et à 10 ans, elle a chanté devant le président Reagan avec son parrain qui était Frank Sinatra. Ah ouais. Parce que son père travaillait avec Frank Sinatra. Donc elle était très très jeune, effectivement. Ah, c'est ça. Elle chantait super bien. Oui. Elle était toute chouchou, quoi. Et les jukebox ont donc marqué votre vie de famille avec votre grand-père. Ouais. Bah, les jukebox, mais aussi la musique. Il y avait tout le temps de la musique à la maison. Tout le temps. Et il se trouve que les jukebox, en fait, le premier jukebox, je me suis un peu renseigné, il a été créé le 23 novembre 1889 par un certain Louis Glass au Palais Royal Saloon à San Francisco, un restaurant. Et il appelait ça un phonographe avec monnayeur. Et c'était le principe du jukebox. Ça. Bah ouais. Et c'est vrai que la musique, ça vous a toujours plu. Enfin, ça fait partie de votre vie depuis toujours. Ouais, depuis toujours. Mais je pensais pas être devant le micro parce que voilà, encore une fois, je suis timide et ce que je voulais, c'était être technicienne, son, ou voilà, ce métier du réalisateur de Quentin. Voilà. J'aurais rêvé faire ça. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. Je travaillais à Europe 2. Exactement. Mais vous aviez une oreille technique au départ. C'est-à-dire une oreille capable d'entendre les choses. C'est pas si fréquent. Ah oui, bah possible parce que du coup, je suis passionnée par la musique. Et il y avait le dessin aussi. Oui, le dessin, un peu moins, mais j'aimais bien. C'était une transition pour moi entre l'école et la vie que je vis aujourd'hui, quoi. C'était une transition. Voilà, j'ai fait les Beaux-Arts. Quand même. Ouais, c'était chouette. Vous auriez pu faire beaucoup d'autres choses dans le dessin. Ouais, mais je trouve que apprendre ça n'a pas de sens, et être jugé par un prof qui va dire ce dessin est bien, celui-là est moins bien, à mon sens, ça n'a pas de sens. D'accord, mais en même temps, vous auriez pu faire de la peinture ou autre chose. Oui, mais j'en fais toujours, je fais de la sculpture. Voilà. Alors, il y a quand même une chose qui a compté chez vos grands-parents et que vous n'avez pas connue avant, et on va l'écouter à travers un générique. Vous avez découvert Goldorak et la télévision chez vos grands-parents. Ouais, c'est vrai, chez ma grand-mère. Nous, on n'avait pas de télé. Bah oui, il n'y avait même pas d'électricité parfois, non? Dans la maison, ouais. Si, quand même. On se débrouillait. Enfin, si. Enfin, je dis on, mais c'était mes parents. Mais si, on avait une arrivée d'électricité. On n'avait pas toujours de l'eau, mais on avait l'électricité. Mais donc, la télé, ouais, j'y allais, quand j'allais chez ma grand-mère, elle habitait à Paris. Oui. Quand je montais à Paris, je pouvais rester des heures devant la télé. Voilà. Mais en fait, ça m'angoissait. J'avais l'impression je pense que
dans un sens, je culpabilisais. Je me disais, je vais faire des marques dans le canapé. Je loupe des trucs là. Je n'étais pas habituée trop à regarder la télé, donc je pense que j'avais l'impression de perdre mon temps, quoi. Oui, ben, vous regardiez Goldorak, en tout cas. Ouais, je regardais Candy, Goldorak, Albator. Et Goldorak, pourquoi ça s'appelle Goldorak? Parce que le nom japonais, c'est Grandizer, ça ne dit rien à personne. C'est une combinaison des mots Gold en hommage à Goldfinger de James Bond et Rak d'après Mandrake le magicien. Ok. C'est un mélange des deux. Ah bah d'accord. Et c'est vrai que ça a quand même forgé votre caractère, ça a ouvert votre imagination, ces dessins animés. Peut-être. Mais là, je ne vais pas pouvoir développer. Et je crois que votre grand-mère ressemblait à Danielle Darieux, une comédienne qui a été centenaire. Ouais. Il paraît qu'elle était très belle. Enfin, je dis il paraît parce que moi, j'arrivais pas à me rendre compte. Petite, j'arrivais pas à me rendre compte, mais tout le monde le disait, quoi. Tout le monde disait. Et les gens qui l'ont connue avant aussi disaient « Attends, tout le monde se retournait sur ta grand-mère et tout. » Moi, j'arrivais pas à l'imaginer, mais parce que j'étais petite et que j'avais pas le regard... Mais Danielle Darieux était une des plus grandes comédiennes du siècle. Hein. Ouais. Elle a marqué son temps. Ah oui, non, mais ça, je sais bien. Mais voilà, la ressemblance physique, je me rendais pas compte. En tout cas, tout a commencé pour vous par une petite annonce cherchant quelqu'un à Montpellier, à Europe 2. Ouais, exactement. Ma mère me dit, tiens, il y a une annonce dans le journal, regarde. Et je regarde et je me dis, mais ouais, génial, j'adore. Dans la musique, mais en même temps, derrière, tranquille, derrière, je me cache derrière ma console. On cherchait une technicienne, qu'est-ce qu'on cherchait exactement? Une technicienne réalisatrice, quelqu'un, en fait, là-dedans, on faisait tout, hein. Enfin, il y avait 3 radios. Il y avait Radio Nostalgie Béziers, Radio Nostalgie Montpellier et Europe 2 Montpellier. Donc il y avait 3 postes et il y en a 2 qui partaient en même temps. Enfin, alors je vais vous expliquer mieux. Qui partaient, ça veut dire, en fait, il y avait des décrochages 2 fois par heure, oui. Des décrochages locaux, oui. Qui duraient 10 minutes chaque décrochage. Donc il y en avait un à moins 10 et un à 20, je crois, de toutes les heures. Et par contre, ça c'était sur Nostalgie, et Europe 2, c'était un autre horaire, je sais plus. Donc il y en avait certaines fois où j'étais avec la main, j'envoyais un truc sur Radio Nostalgie, et parfois avec le pied, j'envoyais un autre. Mais enfin, je sais, je suis hyper forte, hein. J'ai rien cassé, hein. Et du coup, je jonglais comme ça, à faire des décomptes. Moi qui suis nulle en maths, en fait, franchement, c'est un exercice. Après, on s'y fait, quoi. Et du coup, j'étais sur les... Vous lanciez les disques, vous étiez une sorte de DJ, quoi. Ouais, alors après, on se retrouve aussi programmateur. J'allais dans la... Vraiment, pour moi, c'était l'île au trésor. Je me retrouvais dans cet endroit rempli de vinyles partout. Et je choisissais ce que j'allais passer dans la journée, quoi. Parce qu'en fait, il y avait, dans mes 2 décrochages locaux par heure, par exemple sur Nostalgie, il y avait les infos, il y avait un peu de pub locale, et puis après... un jingle, et après il fallait mettre une musique, mais faire le décompte de ce qu'il allait me rester comme temps, quoi, pour pas couper la chanson en plein milieu. Ouais. Et du coup, je me régalais à passer des choses qu'on n'entendait pas encore trop, et j'arrivais encore à passer ce que je voulais, quoi. J'ai réussi à mettre Higelin, les Raoul Petite, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Ouais, sur Radio Nostalgie quand même. Et je crois qu'il y a eu un seul problème avec les Doors. Ouais, alors les Doors, exactement. J'ai mis ça, et en fait l'intro elle est super longue et il y a de la pluie. Et le directeur de la radio, c'était entre midi et 2, lui il était sorti, il était dans sa voiture, il écoutait sa radio. Et il me dit, mais attends, mais Romane, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais si tu t'es planté, qu'est-ce que t'as mis là? Et t'as laissé le micro ouvert, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah non, c'est juste les Doors, quoi. Et il dit, non mais c'est pas possible, et il avait pas reconnu, quoi. Ou je sais pas, ou... il a juste écouté 4 secondes et là, en tout cas, voilà, j'ai dû vite intervenir. Mais ouais, c'est des choses comme ça. Et je crois aussi que de temps en temps, les Doors, il y a une anecdote aussi qui me revient. En fait, ils ont démarré sur un malentendu. Je sais pas si vous le savez. Ils font un concert à Los Angeles et il y a des amis qui viennent les saluer. Le programmateur, croyant qu'ils étaient célèbres parce qu'on les saluait, les a mis en tête d'affiche. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont démarré par erreur. C'est incroyable. Et après, on connaît le succès qu'ils ont eu. Ah ouais. Alors, il y a eu aussi les tournées, parce que vous êtes devenu, dans une tournée, celle qui vend les programmes, celle qui range le matériel. Ça a été aussi une autre activité. Ouais, pour Jean-Jacques Goldman.
Et pour d'autres en local, notamment Michael Jackson, qui venait quand j'habitais à Montpellier, il est venu jouer au stade. Oui. Il y avait les Pink Floyd aussi. Oui. Et Vous avez moi, vu Michael Jackson? Bah non, en fait, je l'ai pas vu. Par contre, les Pink Floyd, oui. Ils traînaient en journée, ils allaient dans le... Dans les loges, dans le stade. Ça n'existe plus aujourd'hui, ouais, mais ils allaient vraiment dans le public. Enfin, il n'y avait pas encore de public, mais ils étaient dans les gradins. Et ils essayaient de s'imprégner un peu de l'endroit, je pense. Enfin, je sais pas. Et eux, je les ai vus, mais Michael Jackson, non, il est arrivé en hélico, juste avant le show. Il s'est posé, et hop, il est reparti. Voilà, personne ne l'a vu, quoi. Et vous organisiez, vous, tout ce qui était programme, billetterie, enfin plein de choses. C'était le merch, le merchandising, ouais. C'est formateur tout ça, finalement, d'apprendre en coulisses son métier. Bah oui, parce que du coup, moi, quand je suis en radio, je peux pas me la péter en disant vas-y, c'est quoi? Je sais ce que c'est, je sais ce qu'on peut demander, ce qu'on peut pas demander. Voilà, pareil sur scène. Je connais les deux côtés et peut-être que ouais, ça apprend. On apprend plein de choses. Ouais. Et vous avez aussi appris beaucoup de choses en télé, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 21 décembre 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Roman Cerda. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roman Cerda pour ce nouvel album Sujet sensible qu'on va évoquer tout à l'heure. Et je reviens au 21 décembre 1980 parce qu'on a beaucoup parlé de ce que vous avez appris à la radio, mais vous avez appris beaucoup à la télévision grâce à celui dont vous allez reconnaître le générique. Dimanche Martin qui a été lancé pour 1 an par la chaîne Antenne 2 à l'époque, qui a duré 18 ans, et il faisait jusqu'à 27 millions de téléspectateurs le dimanche, 72% de part de marché, ce qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. Ouais, bah il y avait moins de concurrence aussi. Oui. Alors Jacques Martin, effectivement, c'est l'une des rencontres de votre vie, ce qu'on ne sait pas toujours, Roman Cerda. C'est vrai. Il a été, il était incroyable. Il était hyper pro, quoi. Hein. Donc, je l'ai rencontré au travers de Philippe Guillaume, qui était le directeur... président d'Antenne 2 à l'époque. Voilà, ouais. Et qui dit, Romane, je sens en toi quelque chose, il faut vraiment que tu développes ça, et j'ai envie de te former, et que tu rencontres Jacques Martin, et que lui t'apprenne, te forme et tout. Donc, je me retrouve, je sais même pas ce que je vais faire. Je vais voir Jacques en disant je viens de la part de Philippe Guillaume, je sais pas trop pourquoi. Parce que, comme je vous dis, moi au départ, j'étais plus destinée à ce qui était derrière la caméra et derrière le micro. Enfin, pas derrière le micro, mais caché, en coulisses, quoi. Voilà. Ouais, en coulisses. Et il vous accueille dans son bureau de l'Empire. Il m'accueille dans son bureau de l'Empire. Je l'attends déjà en bas, dans l'Empire, oui. En bas, alors qu'il y a toutes les répétitions. Et puis je vois passer Patrick Bruel, tout ça. Bon. Moi, je suis pas hyper impressionnée, enfin, de base, mais bon, je me nourris de cette ambiance avec les danseurs qui viennent. On la refait, on reprend, ça coupe, je trouve ça chouette. Et puis là, quelqu'un vient me chercher, Monsieur Martin vous attend. Ok, j'y vais et je me retrouve bonjour. Et il me dit allez, on va faire du théâtre. Vous allez m'apprendre pour demain, enfin genre un truc super dur, un texte incroyable, et je dois l'apprendre vraiment. Et en plus, enfin c'est un texte, c'est du latin, quoi. Je sais pas, c'est hyper compliqué, quoi. Déjà c'est écrit, les U ils sont en V, enfin c'est une autre culture, quoi. Ouais. Et du coup j'apprends, j'y vais, et puis il est content, et puis il me dit ok, rendez-vous, et puis on n'arrête pas de faire de se voir tous les vendredis, je crois. Et après ça devient tous les vendredis, et tous les vendredis j'ai mon rendez-vous avec Jacques, et je monte les marches de l'Empire et je laisse tous mes soucis derrière. Je me rappelle de cette sensation de me dire ok, là comme si j'ai des ailes qui me poussent au moment où je monte ces marches, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a appris? Pourquoi vous êtes-il comme ça pris sous sa coupe? Je sais pas. Et il m'a appris des chansons. Oui. Et des chansons dont je me souviens encore le texte et la mélodie. Et vous avez fait une gaffe une fois avec cette chanson. Ah ouais? Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien.
chanson de Jacques Martin. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, Rob Van Serda? Non, mais je lui dis, mais attends, je peux pas chanter un truc plus sympa. Et il me dit, mais non, comment ça? C'est très sympa, c'est ma chanson. Je lui dis, bon, bah oui, d'accord, elle est bien, mais moi, je me sens pas dans cette chanson. Elle me parle pas, quoi. Parce qu'à la fin, on se tutoyait. Hein. Mais il vous donnait ses conseils avec, en vous disant tu seras comédienne, chanteuse, ou c'était pour autre chose, pour une envie de travailler un jour avec lui? Non, il avait envie que je me réalise en tant que femme et il était comme ça. Il me disait, tu vois, on prenait l'ascenseur à la fin parce que c'était à la fin le vendredi. Après, il partait, quoi. Donc on sortait ensemble. Enfin, on sortait. Je veux dire, on sortait de son bureau et on prenait l'ascenseur ensemble. Et il me disait, si quelqu'un t'embête, eh bien. Tu réagis comme ça en tant que femme. Il voulait que je m'impose, quoi. Et quand j'arrivais, que j'étais habillée d'une manière ou d'une autre, il me disait, ah bah dis donc, t'as mis le jupon de ta grand-mère, ou enfin je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Mais vous êtes un cas exceptionnel parce que j'ai bien connu Jacques Martin. Il s'intéressait à lui. C'était même sa vie était pas facile. Quand il était un peu de mauvaise humeur, c'était un déferlement. Et vous avez été une privilégiée. Ouais, peut-être, mais en fait j'aime bien les gens qui ont du caractère et qui sont eux-mêmes. Et lui, il était lui-même, il composait pas. Et quand il me disait quelque chose, il me le disait pour me protéger, quoi. Et ok, il pouvait être peut-être colérique, mais enfin, moi, j'ai pas trop vécu ces colères. Non, mais surtout, vous avez passé des mois comme ça avec lui, ouais. Pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas ensuite vous engager. Il voulait vous aider. Ouais. Il voulait m'aider. Et puis après, Philippe Guillaume s'est fait virer. Il s'est fait virer de France, d'Antenne 2. Ouais. Et du coup, moi, je sais pas, j'ai arrêté aussi parce qu'il y a le projet de Philippe Guillaume avec moi, visiblement, à capoter, quoi. Philippe Guillaume, en fait, il a fait une erreur. Il a dit, je vire Drucker parce que Drucker, c'est l'ancien temps, en les années 90. Et on est en 2025. Et il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Donc, c'était peut-être pas très fort de sa part. C'était un homme charmant, mais qui était un haut fonctionnaire, qui n'était pas forcément un homme de télévision. Ouais. Alors, il se trouve aussi que vous avez fait, à côté de Jacques Martin, pas mal de petits métiers. Je crois qu'on voit dans une pub de Carlos. Ah, dans un clip oui. de Carlos. Oui. Ouais. Et pas que un, d'ailleurs. Vous avez fait plein de clips avec Carlos? J'en ai fait, je crois, 5 ou 6. Et ça, on peut pas imaginer plus gentil que Carlos. Ouais, je sais pas, je l'ai pas hyper connu, hein. Je l'ai croisé quelques fois. Et après, mais à l'époque, le jour où on a tourné, en fait, moi, j'étais dans les studios d'AB Productions et j'étais comédienne sur un sitcom, oui, ouais, comme il y en avait beaucoup. Ouais. Et puis on m'arrête dans les couloirs en me disant, ah bah tiens, il y a un clip à faire avec Carlos, est-ce que tu veux le faire? Au moment où je parle, je dis bah oui, d'accord. On se retrouve comme ça au bord d'une piscine en maillot de bain, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est rigolo, c'est un peu comme ça, il y a rien de prévu ni rien. Et je me retrouve avec Marie Drucker même. Oui. C'est assez marrant. Mais voilà, à l'époque on se connaît pas, mais voilà, et je me retrouve à faire l'éventail devant en maillot de bain à Carlos, quoi. Ça me fait rire, moi. Et Carlos, c'est pour beaucoup dans la naissance d'A et B, car il connaissait Jean-Luc Azoulay. Jean-Luc Azoulay avait remplacé comme secrétaire de Sylvie Vartan, ouais. Et Claude Berda était le fils d'un ami de Carlos. Donc, Carlos a présenté Berda à Azoulay, ce qui a donné AB Productions. D'accord, ah ouais. Il y a eu aussi Aldo Machione, je crois. Oui, aussi, Aldo Machione, exactement. Vous avez tourné avec lui? Ouais. Un mec adorable. Une personne adorable. Oui. Qu'est-ce que c'était comme tournage? C'était Aldo Tourisque. Oui, c'était voilà, un film. C'était un film, série, ouais, une série. Mais en plus, c'était un personnage, et il est toujours vivant d'ailleurs, il a 89 ans, et il jouait Aldo Laclasse. Au départ, c'était un numéro d'un sketch des Brutos. Ouais. Non, mais il est incroyable, et il a l'étiquette du mec tombeur de femmes et tout, mais pas du tout, il est timide. Il est tout gentil, ouais. Moi, je me souviens d'avoir interviewé, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi gentil et pas du tout dragueur. Absolument. Et puis, il y a eu le Crazy Horse, car vous avez failli devenir danseuse de Crazy Horse sous un pseudo. Bah, même pas enfin, oui, après, ils donnent toujours des pseudos, de toute façon, oui, c'est vrai. Oui. C'était Alain Bernardin encore.
exactement. Ouais, ouais. Et là, c'était quand même une expérience amusante. C'est vrai que ça montre bien tout ça, que je me prends pas au sérieux. Hein. Comment vous Que êtes j'arrive. Ouais, en fait, j'étais avec une copine qui était danseuse. On discutait comme ça. Moi, j'étais sur un casting qui a duré des mois et des mois, qui était pour la série L'Annexe, que finalement j'ai eu. Mais en fait, c'était j'ai le rôle, j'ai pas le rôle, j'ai le rôle, j'ai pas le rôle. J'en pouvais plus. Je me dis, mais j'en ai marre de ce métier où je suis tout le temps en concours, tout le temps en comparaison. À cause de quoi? C'est même pas des raisons professionnelles, c'est juste des raisons physiques, parce que je suis trop petite par rapport à machin, ou pas assez trop grande par rapport à bidule. Parce que là, on n'en était plus à des histoires de comédiens, on en était à... Enfin bon, je sais pas. À des détails. C'était des détails, ouais. Et c'est minant, quoi. C'était minant. Et du coup, elle me dit, écoute, je vais faire un casting pour le Crazy Horse, viens avec moi. Je lui dis, quoi, tu rigoles? Et elle me dit, ben, viens, on le fait. Voilà. Donc, je décide de le faire. Et pour le faire, il faut arriver en string, en talons, rien d'autre, et danser sur la musique qu'il y aura sur place. Et du coup, bah, je le fais, mais c'est vraiment... Et là, je me dis, mais vraiment, quelle rigolade, quoi. Ok, j'y vais, je m'en fiche. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, à part m'amuser et rigoler. Enfin, et après, raconter ça à Jacques Pessis. Oui. Donc j'arrive, j'ai pas le droit de parler au mec là qui met la musique, hein, ça, Ouais. et on passe, comme, enfin, c'est bizarre, ça. Hein. Et il met une musique, mais un truc, mais pourri, quoi. On peut pas danser là-dessus, c'est horrible. C'est absolument pas entraînant, quoi. Et je danse sur ce truc immonde. Et Bernardin est devant avec une dame qui a les cheveux longs. C'était la chorégraphe. Oui. Je sais plus comment elle s'appelle. Et ils me disent ok, c'est bon. Hop. Puis je m'arrête. Ils viennent me voir derrière avec ma copine. Et ils me prennent et ils me disent ok, on te prend. Je suis là, bon d'accord, mais je pensais pas, en fait. J'ai fait un peu pour rire, puis pour accompagner ma copine. Mais... Et du coup, voilà, ils m'ont prise. Donc j'ai fait toutes les répétitions. J'avais déjà Enfin, j'avais pas encore signé mon contrat, mais je l'avais à la maison. Et puis l'annexe me dit non, finalement, on te prend. Donc je pouvais pas tout faire. Donc je leur ai dit, ben on verra, peut-être plus tard, je reviendrai au Crazy Horse. Mais là, je vais partir sur l'autre projet. Désolée. Et voilà. Et du coup, j'y suis jamais retournée. Non, en fait, Bernardin était un peintre au départ. Il a conçu chacun de ses tableaux quand il a ouvert le Crazy Horse en 51 comme un tableau vivant. Ouais. C'était vraiment la couleur, la place était importante. Et en première partie, il y avait toujours des numéros. Et l'un des premiers numéros qu'il a présenté, c'est un jeune chanteur que personne ne connaissait qui s'appelait Charles Aznavour. Ah ouais. Qui a débuté au Crazy Horse. Et Aznavour et De Vos aussi a débuté. Et il n'osait pas lever les yeux trop haut parce que on ne devait pas regarder les danseuses non plus. Ouais. Elles étaient protégées par Bernardin. Ah oui, mais moi, mon compagnon à l'époque n'avait pas le droit de me déposer devant. Il y a une porte sur le côté. Il fallait qu'il me laisse un peu plus haut dans la rue. Voilà. Et puis, je redescendais à pied. Et j'allais par la porte à côté. Quoi. Et c'est une expérience qui vous a marqué? Bah, ça m'amuse d'avoir fait ça. Au début, j'en parlais pas. J'en parlais à personne. Parce que je me dis quand même, c'est la honte et tout. Mais en fait, c'est rigolo, quoi. Oui, ça fait partie des souvenirs de la vie. Ouais. Et aujourd'hui, votre vie, il y a quelqu'un qui est Malone, qui est très important pour vous, votre fils. Bah, ça, oui, c'est... 18 ans déjà. Ouais. Vous devez être fier de lui, c'est le bonheur de votre vie. Ouais, absolument. Il est tellement chou. Et il travaille bien, lui, à l'école, beaucoup mieux que vous. Ouais, mieux que moi. Et qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Il avait pas de mal. Hein. Non, Je suis sûre que s'il écoute, il se dirait ça dans sa tête. Ouais, bah, il y a pas de mal. et il a des envies de faire du spectacle aussi, d'assurer la relève? Je pense pas à la relève musicalement. Parce qu'il y a quand même le poids. Déjà, faire comme les parents, c'est compliqué. Mais alors, en plus, son père, c'est pas simple de passer derrière, je pense. De se faire une identité et d'être... je pense pas. Même si je sais qu'il est très doué. Il chante juste et il a le tempo, ce qui est quand même la base du chanteur. Hein.
Mais on ne sait jamais. Et en plus, il a de l'imagination, donc il pourrait écrire ses textes. Mais bon, je le sens pas là-dedans. Par contre, il travaille... Enfin là, il fait une école de cinéma, communication. Donc Voilà. ça lui plaît. Il a des dons de comédien. Ouais, et vous avez des dons d'auteur, de compositeur et de chanteuse, et vous le prouvez avec ce nouvel album qui est sorti le 25 avril 2025 et qu'on va évoquer dans quelques instants avec Roman Cerda sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Roman Cerda. On a parlé du passé, maintenant on en arrive au présent, car le 25 avril 2025 est sorti un nouvel album dont le titre résume le propos, Sujet sensible. Alors pourquoi d'abord ce nouvel album et pourquoi ce titre ? Alors le titre, on va commencer. Sujet, c'est... ça peut être, on ne sait pas si c'est un titre Oui. ou un thème. un album, Oui. ou si c'est moi. Oui. Donc le sujet sensible, on sait pas trop. Mais je pense que c'est un petit peu de tout, Oui. un petit peu des trois. Si je résume, vous avez fait rimer introspection avec émotion. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tout en étant dynamique, par contre. Bien sûr, mais c'est un disque bilan pratiquement de votre vie. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était la suite logique au livre qu'on a évoqué tout à l'heure, Oui. que j'ai écrit, où j'ai condensé certains thèmes. Et vraiment, c'est le concentré de ce que je peux ressentir. Et tout en vraiment en gardant une énergie. Enfin, c'est rythmé, c'est Oui, mais c'est plutôt léger assez et léger, joyeux. Joyeux, mais en même temps, le thème, c'est l'amour. L'amour avec ses illusions et ses désillusions. Ah voilà, ça c'est sûr. Et Et il y a pas mal de désillusions. Parce que l'amour a toujours été au cœur de votre vie. Ouais, c'est la seule chose qui me guide dans la vie, je crois. Et chaque chanson, c'est un instantané de ce que vous avez vécu un jour ou l'autre. Tout. Bon. Absolument. Le temps tourne, c'est un thème, c'est un thème fédérateur, c'est la vie qui passe, mais en même temps, pour vous, c'est les obstacles de la vie. Absolument, c'est les claques qu'on se prend dans la figure. Tout le monde, hein. On appelle ça un râteau en général. Oui, non, mais même les déceptions, les trahisons. Vous en Ça, avez eu quoi. beaucoup dans votre vie. Ah oui, pas mal. Mais justement, il faut du courage pour se dévoiler ainsi en chanson. Ouais, c'est ça. Surtout que j'ai tendance à faire la nana toujours de bonne humeur, contente, et voilà, j'ai une sorte de masque un peu, hein, parce que ça va pas toujours forcément non plus. Enfin, voilà, comme tout le monde. Et pourquoi avoir voulu justement faire cet album aujourd'hui ? Ouais, donc ce que je disais, c'est comme pour moi une suite logique au livre, c'est que je me suis... j'ai abordé des sujets, j'ai expliqué ma manière de penser, de voir les choses et de les ressentir. Et finalement, j'avais besoin de condenser ça dans cet album et de garder la même veine d'écriture, mais en renouvelant et en ayant aussi des éléments nouveaux. Parce que forcément, j'évolue tout le temps, parce que c'est Comme tout le monde, on comme tout évolue. le monde, voilà. Et c'est Et vraiment... les épreuves aident à évoluer, Et justement. les épreuves aident à évoluer. Et j'en ai vécu aussi entre-temps, d'ailleurs. Oui. Et puis, j'ai aussi appris sur moi. Et voilà, je pense que j'avais des choses en complément à rajouter. Et puis je sais pas, c'est une sorte de cri du cœur, quoi. Je suis obligée de... J'écris tout le temps. Et à un moment donné, je les mets en musique. Après, ça fait un album. Il y a un mot qui revient aussi dans votre vocabulaire, c'est résilience. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, c'est ce qu'on me dit. Mais moi, je le perçois pas forcément, parce que je suis juste au milieu d'un mouvement et j'ai pas le choix. C'est même pas une résilience pour moi. C'est juste que j'avance et que j'ai pas le choix, quoi. Voilà. Et en même temps, il y a des épreuves, il y a des coups de massue, et on s'en remet et on repart quand même. Ah bah ouais, mais on est obligé. Mais faut du courage. Peut-être. Et Mais j'ai la foi aussi dans ce que je fais. J'aime ce que je fais. Donc c'est aussi un moyen d'expression et c'est une sorte de thérapie, comme venir chez vous.
Ah, nous voilà. Écoutez, on n'a pas de divan ici, mais des micros à Sud Radio. Alors, une autre chanson de cet album qui correspond aussi à cet art de vivre et au mieux, c'est Tu me fais plus mourir de rien. Ouais. Oui, je veux du feu, je veux des brûlures, de la douleur, de la torture. Seulement voilà, entends-moi bien. Toi, tu me fais plus mourir de rien. Quelle expression, j'avais jamais entendu. Tu me fais plus mourir de rien. Ouais, on veut de l'intensité et que ce soit fou et que ce soit quitte à ce que ça déchire, quoi. Ça a toujours été votre philosophie de l'amour. Bah oui, je suis un petit peu trop entière. Et Dès alors que ça décline un peu, je m'ennuie. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez quelquefois des déceptions. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, on ne peut que avoir des déceptions à part tomber sur la perle rare. Mais en même temps, vous l'avez voulu, vous l'avez, cette forme de vie. Ouais, c'est sûr. Je veux de l'intensité, ouais. Vous n'avez jamais voulu changer, une vie pépère, ça vous intéresse pas. Non. Alors, il y a aussi... Enfin, je dis non, Oui. mais en même temps, j'aime ne rien faire et j'aime être seule et réfléchir et créer et tout ça. Mais j'ai besoin de puissance. Vous auriez pu, comme dans le film ou la chanson, mourir d'aimer. Ouais, sûr. Ah ouais. C'est qu'on connaît la chanson d'Aznavour, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il a vu le film de Kayat consacré à Gabriel Russier, et c'est ensuite, il a fait la chanson 2 ans après la sortie du film. On pense que c'est la chanson du film. Ah ouais. Je sais pas si vous avez vu le film ou si vous connaissez l'histoire de Gabrielle Russier, Non, je l'ai pas qui vu. est morte en prison parce que elle avait été mise en prison parce qu'elle avait eu une aventure avec un étudiant. On peut pas imaginer ça aujourd'hui. Non. Alors, il y a aussi une autre part de votre vie qui est traitée dans cet album à travers une chanson qui est en filigrane d'une histoire. Ça s'appelle Le Beau. Mais non, là je te dis, non, non, t'auras pas ma peau. Remballe ton canon, non, c'est pas le beau. Dans tes pas, je me perds. Et je me noie dans ton verre. Tu m'aimes que fragile, bien obéissante. Je connais tes ardeurs. Effectivement, il y a du rythme, de la joie, alors que l'histoire était pas terrible, je crois. Ben ouais, parce que là, je fais rimer père avec vert. Oui. Donc on est sur du pervers. Et je crois qu'il y a un garçon qui s'appelle Tony qui a un peu inspiré cette chanson. Ouais, alors il n'y a pas que lui, hein. Ah bon? Non. il y a lui, ouais, c'est sûr. Tony, c'était un gars, vous l'avez reconnu dans votre livre, je crois que c'était quelqu'un qui flambait plus qu'il n'avait. Ah ouais. Tout dans l'image. Mais bon, c'est pas ça qui détermine quelqu'un qui pourrait être pervers ou pervers narcissique. Vous en avez connu? Ah oui, j'en ai connu. Et à chaque fois, vous n'avez pas senti qu'ils étaient pervers narcissiques? Ben si, mais trop tard, en fait. C'est que je comprenais pas le schéma... Pardon, le chat, il est sonné. Je comprenais pas le schéma méchant, en fait, de cette démarche. Et je pouvais pas y croire, quoi. C'est-à-dire que vous avez été sous l'emprise des hommes sans parfois vous en rendre compte? Ouais, parce que j'ai envie d'évoluer, je prends les réflexions comme quelque chose qui me fera évoluer et pas comme quelque chose qui sera volontairement humiliant. Je me dis non, mais t'inquiète pas, fais pas ta chochotte, c'est vrai, c'est qu'il doit avoir raison. Ou j'ai aussi le syndrome de l'imposteur, moi, où je me dis je sais pas, je me dis que je ne mérite pas des fois. Et puis qu'est-ce que j'ai comme trait de caractère qui fait que ça facilite ça, c'est que je suis trop gentille et que j'ai trop d'empathie et que je me mets à la place de l'autre et en fait il me mène en bourrique alors que il m'enfume, quoi, alors que au départ je peux pas imaginer qu'il ait cette mauvaise démarche de vouloir m'appuyer sur la tête pour lui se mettre en avant, surélever, quoi. Il y a plusieurs reprises vous êtes tombé dans ce piège. Ouais. Mais à chaque fois c'est une leçon, on devrait plus retomber dans le piège. Ouais, mais maintenant je tombe plus dedans. Alors en même temps vous auriez pu finir en prison à cause de Tony. Ouais, j'ai fini, j'ai été 2 fois en garde à vue, hein. Ah carrément. Ah ouais.
Voilà. Mais ça fait partie de la vie aussi. Ouais, mais c'est dingue. Vous en souriez aujourd'hui. Et puis, il y a justement une chanson qui est liée à tout ça, c'est Marre des amoureux. Et le coup du papier bleu azur. Dans une chambre à coucher, c'est moche sur un mur. Mais quelle faute de goût de s'aimer comme ça. L'amour, ça s'en va où quand ça s'en va? Ça, c'est aussi une version poétique de la façon dont vous voyez l'amour, Roman Serdar. Ouais, c'est sûr. Là, il y a aussi un clin d'œil à Brassens. Ouais, c'est ça, avec sur les bancs. Les amoureux des bancs publics. Ouais. Et pourquoi ce clin d'œil à Brassens? C'est de toute façon une très belle chanson. Et le thème touche tout le monde. Et c'est... Les amoureux des bancs publics, vous auriez voulu être à leur place, pratiquement. On veut tous être à leur place. En fait, c'était un clin d'œil aux amoureux de Penet, qui était le dessinateur qui faisait dans un kiosque un musicien et sa belle. Ouais. Et Penet habitait dans le même immeuble de Brassens à une époque avec Jacques Brel. Et ils se voyaient quelquefois le soir, et ils allaient l'un chez l'autre boire des coups. Ouais. Et ils se ramenaient les uns les autres vers 3h du matin. Vous imaginez ce que ça peut donner? Alors, il se trouve, il y a aussi les clichés romantiques associés aux relations amoureuses. Ça aussi, c'est une chose que vous avez montrée, mais qui n'est pas vous. C'est-à-dire que il y a sur des photos souriantes et derrière il y a quelque chose d'autre. Bah oui, évidemment. Mais là, vous parlez d'un thème précis dans non, le en général. Bah oui, c'est le cas. Mais on se cache derrière des masques. Souvent. Et puis, effectivement, il y a cette peur de l'abandon depuis votre naissance, qu'un homme vous abandonne. Ouais, je crois que j'ai peur de ça. Enfin, je suis peut-être traumatisée par ça, ouais. En même temps, il y a presque de l'utopie chez vous, dans ce rêve de chercher la personne, l'homme idéal. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Mais vous continuez quand même à le chercher. Non, mais je crois que j'ai trouvé un bon compromis, là. mais vous avez besoin de l'exprimer en chanson, tout ça. Ah bah oui. Parce que c'était en même temps une façon de vous soulager, de vider votre cœur. Ouais. Et puis rien n'est figé. Je suis sûre de rien. Et puis forcément, il y a des moments où ça va moins bien. Et c'est vrai que, enfin, même les moments où ça va bien, c'est toujours beau d'extraire des émotions en art, quoi. Et une émotion aussi, c'est quand on écoute cette chanson, Ce soir mon amour. Ce soir mon amour, je ne t'aime plus, tu es plus loin que la distance qui nous sépare. Et d'autant plus absent que tu n'es nulle part. C'est du Moustaki, ça, non? Oui, plus étrange. Comment ça se fait? Elle est très peu connue, cette chanson. Très peu connue? Ouais, et je l'adore, je l'ai toujours aimée. Donc vous avez essayé d'enregistrer? Et donc oui, sauf que je l'ai transformée en féminin. Oui. Et j'ai demandé à Pia Moustaki, sa fille, oui. Et elle a gentiment accepté que je change les 4 mots dans la chanson qui font que je suis une fille qui parle d'un homme plutôt que le contraire. Oui, et Moustaki était un grand séducteur. En fait, son premier grand amour, ça a été Edith Piaf. Et un jour, il en avait marre, il était à New York, il l'a largué. Et c'est la seule fois où Piaf a été larguée par un homme. Mais elle en a si peu voulu à Moustaki qu'à la fin de sa vie, on a découvert le sac de Piaf qui avait qu'une seule photo, celle de Moustaki. Ah ouais? C'est fou, hein? Et cette chanson, vous l'avez fait en version féminine telle que vous la vouliez. Ouais, mais j'ai toujours adoré cette chanson. Je trouve que les mots sont tellement justes, qu'elle a une telle puissance. C'est doux, en même temps, c'est cruel. C'est la vie, quoi. Et la vie continue avec, je crois, le 16 mai prochain, vous serez aux Étoiles. Et le vendredi 27 juin, en Trois-Baudets, parce que vous remontez sur scène maintenant avec ces chansons. Absolument. Et c'est le point de départ d'une tournée? Oui, je joue aussi le 19 juin à Troyes. Et ben voilà, donc c'est le point de départ. Encore une fois, vous avez envie de continuer à refaire de la scène, à remonter sur scène? Très, très, très envie.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Cet album s'appelle Sujet sensible. Et puis, effectivement, c'est une introspection réussie, musicale et joyeuse. Continuez ainsi et essayez de vous préserver. Merci. Merci bien. Merci Romane Cerba. C'était pas une consultation de psychanalyse, c'était les clés d'une vie qui sont terminées pour aujourd'hui. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.